Bienvenue dans cette vidéo de la FNAPAF, mesdames, messieurs. La FNAPAF, c'est la Fédération nationale des associations et des amis des personnes âgées et aussi de leurs familles. Alors, dans le contexte du scandale Orpea qui a éclaboussé la presse et que vous avez sans doute suivi, dans le contexte également des élections présidentielles passées, maintenant mais récentes, et aussi des prochaines élections parlementaires qui occupent les esprits, la FNAPAF, donc la Fédération des personnes âgées, pousse un cri, et ce cri est « N'oubliez pas les vieux ». Nous avons avec nous aujourd'hui Pascal Lubianic, qui est membre de la FNAPAF, et qui va nous parler particulièrement de la vie démocratique, de la démocratie dans le monde médico-social. Et Pascal, je vous laisse la parole tout de suite pour vous présenter. Merci Joseph. Bonjour à tous. Je suis Pascal Lubianic, membre de la FNAPAF, et j'ai eu le bonheur de coordonner une commission consacrée au Conseil de la vie sociale au sein de la FNAPAF. Je précise, je suis aussi un ex-directeur d'EHPAD associatif et intéressé depuis toujours par ces questions de démocratie participative. Très bien, Pascal, merci. Donc, c'est intéressant de noter que dans les membres de la FNAPAF, qui est une fédération d'usagers, personnes âgées, mais aussi des jeunes, puisque tout le monde est concerné, on peut y trouver des directeurs d'EHPAD, en tout cas, qui ont été directeurs d'EHPAD. C'est intéressant. Alors, la première question qui nous vient à l'esprit en cette veille d'élection parlementaire, Pascal, concerne effectivement la vie démocratique au sein des EHPAD. Quel constat peut-on faire aujourd'hui sur ce sujet de la démocratie parlementaire selon vous? Eh bien, les enjeux autour de la vie démocratique des résidents citoyens accueillis en EHPAD sont plus que jamais d'actualité au lendemain de deux crises majeures qui ont fortement impacté la démocratie médico-sociale et le fonctionnement des instances qui y sont associées. Le premier des événements, c'est les mesures de confinement subies par les résidents et leurs proches durant la crise sanitaire, lesquelles ont été empêchées de visites et de rencontres et n'ont permis que tardivement la régularisation du fonctionnement des conseils de la vie sociale que nous considérons, et nous y reviendrons plus tard, comme le poumon de la vie démocratique. Et donc, cette régularisation qui est intervenue sur injonction ministérielle, lesquels ont été alors consultés sur les protocoles sanitaires. Toutefois, à l'heure de l'abandon des protocoles, de la généralisation de la vaccination des résidents et de la publication des recommandations du ministère appelant à réouvrir les EHPAD, on observe toujours des abus dans l'exercice du droit commun des résidents, le droit de visite et la liberté d'aller et venir, par exemple, qui sont constatés et qui sont autant d'atteintes au droit commun. La dénonciation d'un système industrialisé comme deuxième événement, système industrialisé de réduction des coûts dans plusieurs groupes d'EHPAD lucratifs, générateur de faits graves de maltraitance, réalisé à l'insu des résidents et de leurs proches, des conseils de la vie sociale, des ARS, les agences régionales de santé et du ministère. Ces dysfonctionnements majeurs des instances de régulation, telles que le CVS peut-être, et de contrôle chargés de prémunir les personnes âgées vulnérables en institution contre ces abus, interrogent fortement notre fédération. Ainsi, ce sont les conditions du dialogue entre les usagers et leurs représentants avec les directions pour les choix qui les concernent qui ont été empêchés, voire déniés. Ça a pu être à l'origine de très fortes tensions avec les familles réunies en collectif, pouvant pour certaines conduire à des procédures judiciaires. Oui, très bien, merci. Alors, donc, ça laisse apparaître, Pascal Lubianic, que les familles, d'une certaine manière, se posent en défenseurs de leurs parents qui sont dans les EHPAD, dans les établissements. Si on considère que les résidents sont des citoyens dotés des mêmes droits que nous tous, ce qui est tout à fait correct, ces familles seraient-elles légitimes pour les représenter? Eh bien, voilà une question centrale, effectivement, cette question de la légitimité des familles et qui est sous-jacente dans les décisions qui ont été prises tout récemment par le ministère et dont nous reviendrons un peu plus loin. Beaucoup de directions vivent avec la crainte permanente d'un dépôt de plainte des familles
lequel est entretenu par les trop nombreuses normes et procédures qui régissent le secteur des EHPAD. En maintenant les familles à la porte des institutions, alors pendant la crise sanitaire, mais aussi en dehors de la crise sanitaire, il y a un risque que nous pouvons voir aujourd'hui d'exacerber ces tensions. Le parti pris à la FNAPAF, c'est de renforcer le dialogue bien plus que d'exacerber les tensions. Et nous voyons même brandir l'idée de la défense de la citoyenneté des résidents comme argument pour tenir à distance les familles et les proches. Or, il y a une réalité qu'on ne peut nier, c'est l'importance des troubles cognitifs des résidents accueillis en EHPAD, qui touchent entre 50 et 70% des résidents et qui nécessitent pour nous que soient adaptés les modes de gouvernance et de démocratie participative. Quel résident d'EHPAD est aujourd'hui en capacité de comprendre les enjeux autour d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, les fameux CEPOM, voire même d'un projet d'établissement établi pour les 5 ans? Or, il s'agit bien de son avenir qui est en jeu. Alors que les structures du secteur du handicap accueillant des adultes sont gérées par des puissantes fédérations regroupant des familles, eh bien, on peut s'étonner d'une différence de traitement dans le secteur gérontologique où les fédérations de directeurs et gestionnaires sont largement dominantes. Le ministère, merci Pascal, le ministère de l'Autonomie vient de publier un décret le 25 avril, c'est tout récent, décret qui remplace un précédent, je crois qu'il était de 2004, si ma mémoire est bonne. Et donc, ce décret modifie un certain nombre de règles de fonctionnement du Conseil de la vie sociale, CVS. Est-ce que ces modifications dans le décret récent, là, du 25 avril, correspondent à ce que les gens attendaient, à ce que la FNAPAF défend également en matière de démocratie médico-sociale? Alors, rappelons effectivement ce que sont les conseils de la vie sociale, car tout le monde ne connaît pas forcément. Cette instance qui est une instance de dialogue et de concertation qui permet à des représentants, résidents, familles, personnels, gestionnaires, de dialoguer entre eux et puis de questionner, d'interpeller la direction sur tout sujet en lien avec la vie d'établissement. On voit donc que le domaine des sujets peut être extrêmement vaste. Pour la direction, eh bien, c'est l'opportunité de consulter les usagers et leurs représentants pour toute décision les concernant. On voit bien que, par exemple, les décisions concernant les protocoles sanitaires sont de première importance et le ministère l'a compris tardivement en obligeant les directions à consulter les CVS. Comme nous l'avons témoigné dans notre récent webinaire, il existe des directions qui ont bien compris cet enjeu et se saisissent du Conseil de la vie sociale pour en faire un pilier de leur mode de gouvernance participative. Nous vous invitons à aller retrouver sur notre site internet le webinaire que nous avons fait le 1er avril et la vidéo de Séverine Labou, directrice de l'hôpital Los-Lobourtin. Et en revanche, face aux nombreuses dérives de gouvernance autoritaire, eh bien, la FNAPAF a porté un projet d'amélioration des décrets initiaux des CVS en souhaitant introduire des dispositions spécifiques aux EHPAD, comme cela a été le cas pour les établissements accueillant des mineurs. Oui, j'imagine, Pascal, pardonnez-moi, j'imagine que c'est ce travail, je vous interromps, ces modifications que vous avez souhaité apporter, pas à titre personnel, mais au terme de la fédération et des usagers qu'elle représente, j'imagine que ça fait un long moment que vous avez travaillé là-dessus et que c'est pas tombé simplement avec la dernière pluie, mais je vais vous laisser continuer. Alors, oui, merci de cette question, car effectivement, ça fait plus de 10 ans que la FNAPAF s'interroge au fonctionnement des CVS et qu'on a pu déposer ce projet de décret au ministère en mai 2021, mais qui était l'aboutissement d'une commission qui a réuni souvent des élus d'ailleurs, membres de CVS, membres de la FNAPAF, mais élus au CVS, représentants des familles. Donc, cette commission qui nous a réunis pendant plus d'1 an. Donc, c'est vraiment l'aboutissement d'un long travail et qui souhaite porter qui a souhaité porter donc des modifications fondamentales pour lever les nombreuses ambiguïtés.
Alors, nous voulons d'abord saluer l'initiative du ministère, hein, qui nous a entendus et qui a pris la mesure donc, de la nécessité de réformer ce décret de 2005 et qui contenait de nombreuses ambiguïtés qui pénalisent le fonctionnement de cette instance de consultation. Alors, si on rentre dans le détail, eh bien, un certain nombre de nouvelles dispositions introduites par ce nouveau décret correspondent à nos propositions et nos attentes. Par exemple, l'introduction des proches aidants au sein du collège des familles. L'obligation d'adresser le relevé de conclusion, donc après la réunion, et il y en a 3 par an minimum, il peut y en avoir beaucoup plus, mais un relevé de conclusion qui demande aux directions d'apporter des réponses aux demandes des élus du CVS, et bien que l'obligation est faite d'adresser ce relevé de conclusion aux autorités de contrôle que sont les ARS et les conseils départementaux, ainsi qu'un rapport d'activité annuel. Également, autre disposition qui nous semble positive, c'est le droit d'assister au conseil au CVS pour les ARS, les agences régionales de santé, le conseil départemental, mais aussi pour la personne qualifiée dont on parle très peu, mais qui est désignée comme un peu comme médiateur en cas de souci de conflit entre les usagers et les directions, ou le représentant local du défenseur des droits. Voilà des choses qui nous semblent aller dans le bon sens et d'une forme de garantie de la bientraitance au sein des EHPAD. Oui. Autre disposition, pardon. Oui, je vous en prie, vous en êtes toujours dans les points positifs. Allez-y, je vous laisse continuer, Pascal. Eh bien, le renforcement du règlement intérieur du Conseil de la vie sociale, qui nous semble être aussi un point important, il est nommément cité dans le décret. Également, autre chose très importante, c'est la possibilité pour 2 représentants maximum d'un groupement de personnes accompagnées telles que la FNAPAF d'être élus au CVS lorsque la représentation des personnes ne peut être assurée. Tout ça, c'est des points positifs qui sont à l'actif, on peut dire, du travail qui a été fait par la fédération et puis par d'autres personnes qui travaillaient dans le même sens. Donc, j'entends bien que vous saluez un certain nombre de modifications qui vont dans le bon sens. Est-ce que certains points noirs demeurent à l'issue après la transformation, après ce nouveau décret qui vient de sortir, Pascal? Oui, alors Joseph, effectivement, il y a un point essentiel de nos propositions qui n'a pas été repris et pour nous, c'est un point extrêmement important. Il s'agit du nombre de représentants des familles que nous souhaitions voir porté à égalité avec celui des résidents, c'est-à-dire 2 membres, et ceci afin de soutenir les résidents affectés par les troubles cognitifs dans l'exercice de leurs droits, ce dont nous avons déjà parlé. Cette disposition qui aurait pu être spécifique aux EHPAD n'a pas été retenue par le ministère, qui s'est attaché, au contraire, à renforcer la portée générale du texte initial. Donc, c'est-à-dire un texte qui s'adresse à tous les établissements du secteur médico-social. Ça veut dire qu'il y a combien de représentants des familles? Alors, ça reste à combien là? Alors, on reste à 1 représentant des familles dans le fonctionnement minimum pour 2 représentants des résidents. Toutefois, le règlement intérieur peut fixer un autre nombre, donc il y a cette possibilité-là, mais en tenant compte des autres membres dont je vais parler maintenant. OK. L'ouvrage, petite remarque, c'est que l'ouvrage Les Fossoyeurs a révélé la toute-puissance d'un groupe qui a pu mettre en place en toute impunité, et contrairement à ce qui a été communiqué dernièrement par le groupe, avec une extrême rigueur, un système ingénieux de profit avec pour conséquence une maltraitance institutionnelle très organisée. Eh bien, nous pensons que le CVS, par une présence vigilante des représentants des familles, peut jouer un rôle indispensable de lanceur d'alerte et, si nécessaire, comme cela aurait été le cas pour le groupe Orpea, s'il faut le citer, de contre-pouvoir lorsque la toute-puissance du gestionnaire s'exerce au mépris de l'intérêt des usagers. Eh bien, le ministère en a décidé autrement. Eh bien, nous craignons à la FNAPAF que d'autres affaires de maltraitance de type institutionnel, telles que celles que nous venons de voir, qui a eu un grand retentissement, soient révélées.
Ouais, on entend facilement à travers ce que vous dites, Pascal, qu'il peut y avoir des organisations comme celle que vous citez qui ont assez peu intérêt à ce que la vie démocratique fonctionne et qu'on puisse pas trop entendre les gens qui sont dans l'institution et encore moins les familles qui sont autour et qui ont peut-être plus d'informations pertinentes à donner. Alors, qu'en est-il des autres dispositions du décret? Il y a encore d'autres dispositions dans ce décret nouveau qui vient de sortir? Oui, alors tout à fait. On introduit au sein du Conseil de vie sociale de nouveaux acteurs. Mais la chose qu'on a pointée, c'est qu'on a relégué le seul représentant des familles présent dans l'ancien CVS, on l'a relégué dans les membres élus de droit à une catégorie alors, dont la nature de l'établissement justifie leur présence. Nous pensons que ça, c'est source d'ambiguïté. Le collège des représentants des familles se retrouve affaibli pour nous, et d'autant plus que le décret introduit pour cette même catégorie d'autres membres. Par exemple, un représentant d'un groupement de personnes accompagnées, ça peut être positif si les personnes ne sont pas en état de se représenter elles-mêmes. Un représentant des mandataires judiciaires, or ce sont donc toutes les personnes sous tutelle, et donc il faudra élire un représentant, et il y en a beaucoup qui interviennent dans chaque EHPAD. Un représentant des bénévoles, pourquoi pas, tout ça peut nous sembler positif, mais également des salariés qui étaient absents jusque-là du conseil, le médecin coordonnateur, ainsi qu'un représentant de l'équipe soignante. Alors, on pourrait se dire, ben oui, c'est quand même tout ça est très intéressant parce que ça va permettre d'apporter des réponses concrètes lorsque des résidents posent des questions sur l'organisation des soins, par exemple. Mais nous avions, nous, dénoncé dans notre proposition de décret la surreprésentation des membres salariés qui souvent s'invitaient d'ailleurs par le directeur et qui s'appropriaient les débats en lieu et place des préoccupations des résidents et de leurs familles. Eh bien, on pense que ça sera le cas encore, puisque maintenant, on va trouver comme salarié dans la composition initiale, désormais le directeur, le médecin coordonnateur, le soignant, le représentant élu du personnel. Quand on sait que des personnes âgées de 85 ou 90 ans peuvent avoir quelques difficultés à s'exprimer, à prendre la parole, on peut voir là le risque apparaître. Nous craignons donc fortement que le pilotage du Conseil de vie sociale par les directions qui s'approprient l'instance soit désormais renforcé. Par Oui. ailleurs, oui, Joseph. Oui, oui, en vous écoutant, Pascal, on sent bien le risque parce que on se dit, tiens, il n'y a qu'un représentant des familles. Après ça, il y a une liste assez impressionnante d'autres personnes qui se sont rajoutées. Donc, la vraie crainte que vous avez, mais je vous laisse continuer là-dessus, c'est que dans le fond, ça soit pas vraiment une instance de représentation suffisamment démocratique. C'est ça un peu le risque qu'il y a derrière? Alors, le risque aussi, c'est l'usine à gaz là qu'on est en train de créer. Car on a maintenu, et c'est plutôt une bonne chose, tout n'est pas négatif loin de là, mais on a maintenu l'idée que les représentants des usagers et des familles restent majoritaires. Ça veut dire que nous comptons aujourd'hui, hors usagers, 7 membres permanents, hors direction. Eh bien, il faudra donc élire 8 représentants des résidents et des familles. Or, aujourd'hui, eh bien, il y a une énorme difficulté pour trouver des candidats, familles et résidents. Donc, en élire 8 par EHPAD, peut-être qu'en mobilisant, ça sera peut-être possible, et tant mieux si on y arrive, mais nous craignons, nous savons par de nombreux adhérents donc, investis dans les CVS que c'est déjà très difficile de trouver des volontaires. Et nous redoutons donc, lors de l'application du décret, qui est prévu au 1er janvier 2023, une recrudescence de carences de CVS qui ne pourront fonctionner, le texte est très précis, si ce quorum n'est pas atteint. D'autre part, pour les 8 élus, le texte ne précise pas la répartition des 8 membres élus entre les résidents et les familles. Si on Il y a laisse quelques… une Ouais, famille et 7 résidents, je termine la démonstration, ouais. parce que ça pourra quand même fonctionner. Or, peut-être que l'implication d'une famille et sa compréhension de la complexité des choses peut être plus favorable pour défendre le droit des résidents, c'est du moins ce que nous défendons.
Oui, s'il y a quelque chose qui me surprend là, mais vous allez peut-être, c'est peut-être parce que je comprends pas bien quelles sont les modifications et tout ça. Huit membres élus entre les résidents et les familles, c'est ça. Et il y a simplement un représentant des familles. Comment est-ce qu'on arrive à 8? Alors, c'est-à-dire que ce qui n'est pas fixé, il faut être à 8 puisqu'il y a 7 membres permanents hors usagers. Et le texte dit qu'il faut que les élus usagers soient majoritaires, donc il faut minimum 7, 8, qu'ils soient minimum 8. Ouais. Le texte ne fixe pas la répartition entre les familles et les résidents. Et donc, la répartition peut être 4 et 4. Ça serait le plus logique, mais ça peut être tout à fait différent. Et la question qui n'est pas tranchée, c'est qui va décider de cette répartition? Pour être un peu méchant avec les directeurs, si un directeur ne veut pas être embêté par le CVS, il aura tendance à nommer, il aura intérêt peut-être à nommer 6 résidents et un membre des familles, parce qu'il beaucoup craignent les fortes implications des familles qui peuvent effectivement le gêner dans son mode de gouvernance et de ce fait-là, ça peut nuire au fonctionnement démocratique. Bon, alors, je suppose qu'il y a aussi un point important, Pascal, dans l'affaire du CVS, puisque si c'est une instance de représentation démocratique, ça veut dire qu'il doit y avoir des élections démocratiques, je suppose. Dans les règles républicaines, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors effectivement, nous avons constaté dans les nombreux dysfonctionnements qu'il y avait toujours des membres qui étaient désignés en lieu et place, des membres de famille et de résidents qui étaient désignés par la direction en lieu et place d'élections démocratiques. Donc là, on est typiquement dans un déni démocratique et en toute impunité, malgré des courriers d'alerte adressés à l'ARS, eh bien, les contrôles qui étaient faits, c'est sur la tenue et sur les réponses apportées, la tenue des 3 réunions annuelles et la réponse apportée par la direction aux questions. Mais la tenue d'élections démocratiques, nous avions apporté un texte là qui était très précis, demandait que les élections se fassent avec appel de candidature, diffusion des professions de foi, vote par correspondance pour les familles, ce qui est extrêmement important vu l'éloignement des familles. Eh bien, ces dispositions n'ont pas été retenues, n'ont pas été prises en compte. Il suffisait, et pourtant, de les rajouter. Il s'agit que les modes d'élection démocratique soient les mêmes que celles qui vont désigner les parlementaires dans très peu de temps. Oui. Voilà. Par ailleurs, si les nouveaux représentants d'une association d'usagers, des bénévoles, des mandataires judiciaires sont bien élus démocratiquement, ça risque de démultiplier les tâches administratives pour les établissements qui peinaient déjà à organiser celles des familles. Donc, ça va multiplier le nombre de scrutins et de collèges. Mais bon, peut-être qu'il y a de l'organisation à trouver, mais cette chose-là n'a pas été vraiment réglée puisqu'on n'a pas traité et nous craignons qu'on fasse l'amalgame entre désignation et élection, ce qui est quand même pas du tout le même processus en termes de démocratie. Et qu'en est-il, Pascal, on sait qu'il y a un président et un vice-président dans un CVS, vous me corrigerez si je me trompe, et on sait aussi par ailleurs que c'est les publics qui sont accueillis sont souvent en difficulté pour tenir des fonctions avec des objectifs aussi ambitieux. Qu'est-ce qu'il en est est-ce que quelque chose a changé sur l'élection du président? Alors, rien de changé. Nous proposions, nous n'avons pas été retenus, cette proposition n'a pas été retenue, une coprésidence du CVS partagée entre les familles et les résidents. Il ne s'agissait pas de prendre l'ascendant sur les résidents, ce n'est pas notre souhait du tout. Prioritairement, évidemment, les préoccupations des résidents doivent être traitées et ça peut être parfois la difficulté, c'est que les familles parlent pour elles-mêmes et pas toujours pour l'intérêt collectif. Donc la coprésidence permettait de ramener en parité la présidence et de pouvoir soutenir le résident âgé dans l'exercice de ses fonctions. Bon, cette chose-là n'a pas été retenue. Et enfin, une disposition qui a rencontré des difficultés dans certains EHPAD qui nous sont remontées, c'est de ne pas être dans l'obligation de réécrire le règlement intérieur à chaque nouvelle élection, puisque le mandat est pour 3 ans. Et nous souhaitons que soit précisée la permanence du règlement intérieur lors de la création de l'instance. Et ce règlement intérieur va traverser les différents mandats.
Donc, eh bien, compte tenu d'éléments plutôt satisfaisants, mais aussi d'insatisfaction majeure pour nous, eh bien, nous comptons maintenir les dispositions qui sont non prises en compte dans notre projet de décret, dont on redonnera, qu'on peut retrouver sur le site Internet. Et nous pensons le remettre au prochain ministère de tutelle en charge des personnes âgées, ainsi qu'aux députés dès leur prise de fonction. Bon, et une question alors par rapport, effectivement, Pascal, donc je vois que la bataille n'est pas terminée, il reste encore des choses, il y a des choses positives, mais il y a des choses qui ne sont pas passées et qui semblent avoir beaucoup d'importance dans le système de représentation démocratique dans les établissements. Comment, selon vous, ces nouvelles dispositions de ce nouveau règlements vont être accueillis par les autorités de contrôle et de tarification que sont les ARS et les conseils départementaux, parce que c'est nouveau pour la FNAPAF et c'est aussi nouveau pour les ARS et les conseils départementaux. Comment ça risque de se passer? Eh bien, il y a peut-être une chose qui peut être importante de rappeler pour le sujet qui nous intéresse, c'est que les agences régionales de santé ont pour mission, une de leurs nombreuses missions, c'est d'animer la démocratie en santé sur leur territoire régional. La chose positive, c'est leur introduction qui n'était pas prévue auparavant, leur introduction possible au sein du Conseil de la vie sociale. Et pour nous, une avancée, et les représentants élus pourront ainsi saisir les autorités en cas de dysfonctionnement majeur. Et pourquoi pas même en dehors de dysfonctionnement majeur. Parce que nous avons eu à déplorer certains cas dramatiques ou certaines situations où l'ARS a dû désigner des administrateurs provisoires suite à des défaillances graves d'un gestionnaire d'établissement et que nous avions assisté, ce Conseil de la vie sociale, dans les demandes de concertation et d'information qu'elle avait adressées à l'ARS donc par le président du CVS, et ces demandes d'information et de concertation sont restées sans réponse de la part de l'ARS, qui nous paraît quand même un dysfonctionnement par rapport à la mission en termes de démocratie en santé. Et donc, par ailleurs, nous continuerons à demander un interlocuteur unique lors des réclamations que les CVS peuvent être amenés à formuler lorsqu'ils ne trouvent pas de réponse dans les directions. Mais nous considérons que la double tutelle pénalise, qui est quand même unique en Europe, pénalise la vie démocratique du secteur médico-social. Accordez-moi un instant, parce que peut-être pour nos auditeurs, double tutelle, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le fait que le régime d'autorisation et de financement, ce qu'on appelle les autorités de contrôle et de participation, de financement, soit bicéphale. On a d'un côté l'État par ses services déconcentrés, donc les agences régionales de santé sous tutelle du ministère de la Santé, et puis une instance élue démocratiquement que sont les conseils départementaux et qui sont issus de cette compétence est issue des lois de la décentralisation. Et donc, la difficulté, c'est d'avoir deux interlocuteurs. Donc, ça peut compliquer parfois et souvent. Et pour les directeurs, d'ailleurs, lors des négociations qu'ils mènent pour les budgets, mais aussi lorsque un CVS formule des réclamations. Merci pour cette précision, Pascal. Je vous laisse poursuivre. Eh bien, par ailleurs, voilà, dans un message qu'on peut aussi adresser aux ARS et dans un souci de transparence, à l'instar des rapports d'évaluation externe qui vont être très prochainement rendus publics, eh bien, nous souhaiterions que les comptes rendus des contrôles en EHPAD qui sont en train d'être généralisés suite à l'affaire Orpea soient aussi communiqués au président des CVS et également rendus publics, puisqu'il s'agit d'argent public. On a bien vu d'argent public qui est utilisé, donc il faudrait que le retour soit également public. Et puis, dernière demande qu'on peut formuler auprès des ARS qui donc, font transiter un certain nombre de moyens auprès des EHPAD, eh bien, que des crédits d'État soient dégagés afin que les membres élus au nouveau Conseil de la vie sociale puissent bénéficier de formations adaptées pour le plein exercice de leur mandat, car c'est une des difficultés majeures
lorsqu'une famille est élue au CVS, ben, ils mettent beaucoup de temps à comprendre le rôle, le fonctionnement et la mission qu'il leur est confiée. Ce dernier point paraît effectivement important et intéressant parce que j'imagine que quand on débarque dans le système parce qu'on y a mis c'est soi-même, soit qu'on y est soi-même, soit qu'on y a mis ou qu'un de ses proches s'y trouve, hein, eh ben, j'imagine que le fonctionnement démocratique du médico-social, le CVS, ça doit être de l'hébreu pour la plupart des gens, donc on pourrait penser effectivement qu'il y a besoin d'une initiation, quelque chose là-dessus. Oui, parce que si on compare avec l'autre partie du secteur médico-social la plus importante, qui est le secteur du handicap, quand on est un membre élu des familles dans le secteur du handicap, que ce soit auprès de l'UNAPI, pour citer les sigles pour ceux qui connaissent, ou de l'association l'APF, l'Association des paralysés de France, qui gère des établissements, contrairement à notre fédération, nous ne gérons aucun établissement. Eh bien, lorsqu'un élu dans ces établissements, que ce soit une maison d'accueil spécialisée, que ce soit un foyer d'accueil médicalisé, eh bien, on peut être élu pour 10-15 ans. Car la durée de séjour d'un résident dans un établissement du handicap est très longue. Donc, on a le temps de se former au CVS. En EHPAD, la durée moyenne de séjour, faut-il le rappeler, c'est 2 ans et demi, ce qui est extrêmement court. Elle a tendance à réduire. Mais j'aimerais vous poser une question complémentaire. C'est peut-être une question difficile. Alors, je ne sais pas, vous verrez, hein, vous la prendrez ou vous la prendrez pas, hein, Pascal. C'est quand on regarde, j'imagine une table, si on se met en situation dans un CVS avec tout ce monde qui est autour, hein, les élus des familles, les élus des résidents, les multiples personnes, le médecin coordonnateur, un représentant de la direction, que sais-je, peut-être encore une autre personne qui représente, enfin dans toute la liste que vous avez citée, au milieu de tout ce monde-là, qui est-ce qui anime la réunion? Voilà la question qu'on a pointée, hein, effectivement. Alors, les textes sont très clairs. C'est le président, donc un élu, qui peut être prioritairement aujourd'hui un résident, mais également une famille, donc un représentant des usagers qui effectue l'ordre du jour, qui peut être complété aussi avec la direction. C'est lui qui est en charge de l'animation et aussi en charge de la rédaction du compte-rendu. Alors, le décret a prévu plein de dispositions et a confirmé ce qui se pratique déjà, c'est que c'est souvent les services administratifs des EHPAD qui aident à la rédaction du compte-rendu, mais en même temps peuvent aussi orienter la forme du compte-rendu et demandent, in fine, d'apposer la signature du président. On a vu des véritables abus, hein, parfois, et des directeurs qui signent en lieu et place. C'est sur le compte-rendu et sur l'animation. Est-ce que le décret a prévu quelque chose, le nouveau décret? Il n'y a rien de prévu en termes d'animation, si ce n'est que c'est, faut-il le rappeler, l'instance appartient, le président donc c'est lui qui mène les débats, et ce n'est pas le directeur. Le directeur, il est invité, il est consulté, et lequel consulte également. Mais s'il y a une motion à prendre, une décision à prendre, par exemple, que d'adresser une requête à l'ARS, ça peut être voté au sein du CVS, mais le directeur n'aura pas de droit de vote. Seuls les membres élus peuvent, et le gestionnaire peuvent participer au vote. Donc, mais dans les faits, et c'est là le problème, dans les faits, on sait que c'est souvent, compte tenu des raisons qu'on a évoquées, la complexité des dossiers, ce sont malheureusement les directeurs qui souvent animent. Et c'est très difficile d'accepter de parler pendant 1 heure de la soupe qui n'est pas assez chaude, du linge qui ne revient pas. Mais ça, c'est la préoccupation des résidents. Et il faut qu'ils acceptent ça. Et peut-être qu'ils réfléchissent à apporter des réponses. Parce que je ne doute pas qu'ils fassent. Merci Pascal, on va peut-être en rester là. Enfin, on pourrait, continuer, c'est sûr, un certain temps sur un sujet comme celui-là, sur la démocratie médico-sociale, parce qu'on sent bien qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui sont dans les textes et beaucoup de choses aussi à mettre au point sur la manière de s'en servir. Je pense que tous ceux qui l'ont essayé le savent, il y a du grain à moudre sur cette question-là. Merci encore une fois pour la richesse de cette intervention, Pascal. Et avant de nous quitter, d'arrêter cet enregistrement, je voudrais encore, avec nos amis de la FNAPAF, vous dire qu'il y a 3 autres vidéos
comme celle-là, qui sont en ligne sur le site, on les trouve, et sur YouTube, on les trouve, ou on les trouvera très très vite. Alors je cite rapidement en plus de celle-ci que nous avons sur la démocratie, il y en a une sur le grand thème de l'accompagnement du vieillissement, de la loi grand âge de la 5e branche. Enfin, c'est tout le système national d'accompagnement de la vieillesse qui est en question là. Celle-ci est très intéressante. Il y en a une deuxième sur les EHPAD. Tout le monde a entendu parler des EHPAD, et on a parlé à l'heure actuelle, on a parlé aussi, évoqué les dysfonctionnements. Et ça, c'est une vidéo intéressante qui est donnée par Lucien Luguet, vice-président de la FNAPAF. J'ai oublié de dire que pour la première vidéo sur le thème de l'accompagnement du dispositif national, c'était Philippe Trousselard. Et enfin, une troisième vidéo sur la place croissante que prend le commercial dans le dispositif d'accompagnement. Et là, bien sûr, au niveau de la fédération, il y a un certain nombre d'inquiétudes et de recommandations sur le sujet. Un grand merci encore pour votre écoute, votre attention. Mesdames, Messieurs, merci. Merci encore, Pascal. Merci.